Je voudrais qu'on parle maintenant du futur gouvernement, si tant est, puisque le casting continue. Monsieur Barnier a été tout à l'heure applaudi longuement par les députés macronistes, comme on les appelle encore. EPR, moi j'y arrive pas. Hein. Ensemble pour la République. Pour moi, ça me rappelle trop le nucléaire. Bref, écoutez ce que disait hier soir, sur France 5, Aurélien Rousseau, député socialiste des Yvelines. Je ne sais pas quand va sortir le gouvernement de Michel Barnier, je ne sais pas quand il va faire sa déclaration de politique générale, et je ne sais même pas qui est Michel Barnier. Enfin, je veux dire par là, j'ai le plus grand respect pour lui quand on dialogue, mais est-ce que c'est le Michel Barnier de sa campagne pour les élections au sein de... à la tête des Républicains Est-ce que c'est le Michel Barnier du pacte législatif proposé par le président Retailleau et Laurent Wauquiez J'en sais rien, moi. Voilà Monsieur Rousseau qui était à la tête des ARS, on s'en souvient lors du Covid, qui a travaillé je crois pour Madame Borne, c'est ça, ouais. Raphaël ? Oui. Et qui dit, je ne sais pas qui est Monsieur Barnier. C'est-à-dire qu'on est déjà quand même dans ce casting où le nouveau Premier ministre a dit j'ouvrirai, c'est-à-dire je regarderai tout le monde et je voudrais des personnes de bonne volonté, de droite et de gauche, que la gauche dit clairement c'est pas possible. Et d'ailleurs je voudrais, avant de vous redonner la parole, faire entendre ce que disait Jérôme Guedj sur LCI ce matin. C'est pas parce que j'assume des désaccords majeurs avec la direction de la France Insoumise que je suis Macron compatible. Moi, je suis très à gauche et très républicain. Donc il n'y aura pas de gens de gauche dans cette équipe-là ? Je considère qu'entre Macron et Mélenchon, il y a un espace politique qui doit être construit, amplifié, etc. Donc là, ça continue ce jeu de feuilletonner, de jeter des noms pour instrumentaliser la division. Ça peut pas marcher d'essayer de concilier des positions contraires. Et dans la politique, la confrontation, le clivage, ce n'est pas un gros mot. Donc moi je préfère avoir une droite républicaine qui s'assume, une gauche républicaine qui s'assume, et là il n'y a plus d'espace pour la grande confusion du centre et surtout pour l'extrême droite. Bon, avant même qu'on ait fait quoi que ce soit, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël Steinville et ensuite Georges Fenech? Oui. Il y a plusieurs choses. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Aurélien Rousseau et qui s'interrogeait sur Michel Barnier et quel homme et quelle position politique il pourrait assumer. On comprend sa réflexion, il a évolué dans sa carrière, mais reste que pour Michel Barnier, et je pense qu'il en est très conscient, son espace politique, ses marges de manœuvre sont extrêmement restreintes. Donc quand bien même il aurait des idées, une volonté de rupture sur un certain nombre de sujets, il sait qu'il va être contrarié par une majorité aujourd'hui presque introuvable. Donc il va devoir faire preuve de beaucoup de diplomatie, de négocier chaque texte, à commencer par le budget dont on sait que ce sera déjà une première épreuve pour lui. Ça, Georges. Alors moi, il se trouve que je connais un petit peu Monsieur Barnier puisque je suis de la même région, j'ai été élu dans la même région. Franchement, il m'a surpris. Depuis le début, il m'a beaucoup surpris. Mais en bien ou en mal ? En bien. En bien, c'est-à-dire une aisance que je ne connaissais pas forcément, un humour que je ne connaissais pas forcément. Et là... Vous avez trouvé de l'humour dans ce... je pense sur le perron de Matignon. À la passation de pouvoir. Je peux dire un mot c'est ça. Il a manié l'humour, mais un peu, je dirais... Pas sans rire. Pas sans rire, avec beaucoup d'habileté. Il a gagné ce moment. Ah, il a gagné ce moment, Pour moi, il a gagné. Alors que Attal pensait avoir gagné le moment juste avant. Oui. Et là, c'est un sans faute. Pour l'instant, c'est un sans faute. C'est sans faute. Il consulte, vous venez de nous apprendre, et je m'en réjouis pour lui, et puis pour le pays surtout, qu'il a été applaudi par les élus. Pour l'instant, on est sur un sans faute. Alors Aurélien Rousseau se demande à qui il a affaire, mais qu'il attende le discours de politique générale. Verra bien début octobre. Mi-octobre. Et puis verra bien la composition aussi du gouvernement, ce qu'on pourra en penser. Donc les couteaux sont tirés d'un certain côté, on le sait déjà, que ce soit le Rassemblement national, que surtout LFI et le bloc de gauche, ça c'est le FNP, ça c'est sûr, mais il y a cet espace central qui va effectivement des LR, Lyotte, Macron, Modem, etc.,
qui, avec un peu d'intelligence, permettrait de dépasser certains clivages qui existent quand même, et arriver à présenter un budget, et arriver à faire fonctionner le pays, en attendant que plus tard, un jour, nous aurions une majorité claire, quoi. Bon, en tout cas, pour le gouvernement, c'est plus parti sur des gens de droite que des gens de gauche, quand on entend Aurélien Rousseau ou Jérôme Guedj. Alors, il reste quand même la gauche, qu'on appelle la gauche de la Macronie, les ex-territoires de progrès. Et je vais vous faire entendre ce que dit Agnès Pannier-Runacher, parce que c'est très très important, surtout sur la relance tout à l'heure d'Olivier Truchot sur BFM TV, à laquelle elle n'arrive pas à répondre. On marquera une page de pub et après vous me direz ce que vous en pensez. On écoute Agnès Pannier-Runacher. Il me semble que le message que nous ont envoyé les Français, c'est que nous avions perdu les élections en tant que gouvernement et qu'ils aspiraient à un changement de politique. Et un changement de politique, ça passe par un changement de casting. Donc il me semble que je ne suis pas la plus légitime à rentrer dans un gouvernement. Mais êtes-vous dans la majorité ou dans l'opposition ? Alors ça, c'est une deuxième très bonne question. À laquelle, évidemment, la ministre démissionnaire n'arrive pas à répondre. 20h43, une pause. Et on en parle juste après. À tout de suite. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et comme vient de le citer Maël Hassani, Michel Barnier a dit « J'ai besoin de vous » et le président a besoin de vous. On était resté sur la crête avec... Agnès Pannier-Runacher, qui ne savait pas trop répondre, savoir si elle était au fond d'elle-même, dans l'opposition ou dans la majorité, et donc avec Michel Barnier, Georges Fenech. Oui, quand Michel Barnier dit « le président a besoin de vous », je ne sais pas si c'est un argument qui fait mouche aujourd'hui auprès des députés macronistes qui en veulent énormément à leur président, suite à cette dissolution impromptue. Mais ça dépend desquels. Ça dépend desquels, oui. Ils sont très majoritaires. Et Attal a commencé par leur président de groupe. Il y a quand même une rupture entre j'allais dire le père et le fils, non, le grand frère et le petit frère, puisqu'il avait dit que c'était un petit frère, vous vous souvenez. Non, il y a vraiment une rupture. C'était, alors il l'avait pas dit dans un discours, il avait répondu à un petit garçon dans une classe. Bien sûr, oui, mais enfin bon. Bah ça vous met quand même dans l'embarras. Hein, oui, d'accord. Raphaël Saville. Oui, en fait, moi je comprends l'embarras d'un certain nombre de députés de ce bloc central. C'est-à-dire que entre la manière dont Emmanuel Macron essaye de définir ce nouveau rapport entre son Premier ministre, qui parle de coexistence exigeante. Ça, je suis sûr que c'est pas lui qui l'a trouvé. Ça. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de cohabitation, même de cohabitation soft, parce que Michel Barnier ne dispose pas d'une majorité suffisante pour affronter finalement le président. Donc on est dans une sorte d'entre-deux, dans une nouveauté, dans une improvisation institutionnelle. Ouais. Après, il faut entendre ce que disent un certain nombre de députés, notamment de l'aile gauche de la Macronie, à commencer même par Gabriel Attal, hein, qui parle qui dit ni volonté de blocage, ni soutien inconditionnel. Donc on en est là finalement dans les rapports entre ce Premier ministre et cette frange de sa majorité, de ce bloc central, avec qui il va devoir aussi composer parce qu'il appartient à la droite. Non, mais on a l'impression que Michel Barnier, quand il dit « je ne demande pas un chèque en blanc », voilà ce qu'il dit aux députés macronistes alors qu'on est en train de se parler. Il fait preuve de mansuétude, il fait preuve d'ouverture, et puis après... chez les chez les différents députés macronistes, il y a ceux qui veulent le suivre, il y a ceux qui veulent un poste au gouvernement, on va pas se mentir. Et puis il y a ceux qui veulent pas, voilà. Je vais pas citer Sacha Houlié, mais parce qu'il est même plus dans les marcheurs de la première heure, mais il y a ceux qui mettent vraiment une barrière, un rideau. Ce qui est certain, c'est que aucun député macroniste ou maintenant converti à Gabriel Attal aucun d'entre eux ne prendra le risque de faire chuter le Premier ministre sur le budget. C'est trop tôt. Il y aura d'autres sujets où il y aura probablement des affrontements, mais sur le budget, je pense que le Premier ministre a une sorte de fenêtre de tir et d'état de grâce. En tout cas, nos confrères de BFM TV ont fait réagir également Éric Ciotti tout à l'heure, à savoir s'il allait suivre ou pas Michel Barnier. On va écouter ce qu'en dit le président désormais de l'UDR, il faut le dire. Hein. C'est l'Union des droites républicaines. Ça ne rajeunit pas, l'UDR. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est assez amusant. Éric Ciotti.
ce gouvernement, je souhaite naturellement qu'il réussisse, mais mon pronostic, c'est qu'il va être une fois de plus marqué par l'impuissance. Après, nous jugerons chacun, les deux groupes qui sont alliés, celui que j'ai l'honneur de présider, celui du Rassemblement national. Nous formons une alliance solide. On jugera sur pièce s'il y a des 49.3 pour faire passer des textes, notamment le texte budgétaire. Moi, ce que je pourrais soutenir, c'est si demain, on engageait une réforme de la Constitution sur les questions migratoires. Georges Fenech. Pour en revenir, si vous me permettez, à l'homme. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment le fossé qu'il y a entre Michel Barnier, qui rassure, qui rompt finalement avec une autre politique un peu plus spectacle ou qu'on voudra, et qui arrive comme le savoyard qu'il est, le montagnard qu'il est, serein, humble, d'une humilité incroyable, quand il nous parle des gens d'en bas, dont il est lui-même. Oui. Il parle de sa mère. Oui. Quand il nous dit, là, à l'instant, vous venez de nous dire, je ne veux pas de chèque en blanc, j'accepte d'être sous la surveillance de tous les Français. Vous voyez, il y a ce profil très humble, il va au-devant des autres, et puis l'agitation au Parlement, à l'Assemblée nationale, où c'est à qui va dégainer le plus vite la motion de censure, etc. Heureusement qu'on a un peu un profil politique, là, qui nous réconcilie un petit peu avec la politique. Moi, c'est le sentiment que j'en retire aujourd'hui. On l'a dit, il y a quand même le RN qui hésite, le RN qui écoutera le discours de politique générale. Et dans ce cas-là, Michel Barnier va pouvoir poursuivre sa route ou pas. Et quand on écoute Éric Ciotti, Raphaël Steinville à l'instant, il dit, à la fin du sonore qu'on vient d'écouter, moi je pense que la politique migratoire est très importante et il attend donc des solutions et peut-être ce grand ministère de l'immigration qui est encore sous un point d'interrogation, Raphaël. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est cette question, ces questions migratoires, Michel Barnier, dès la passation de pouvoir, il en parle, il le met au premier plan des préoccupations des Français, pas seulement de ses préoccupations. Oui, mais il ne dit pas ce qu'il va en faire. Non, mais il parle de rupture. Alors, il ne précise pas si c'est sur les questions migratoires. C'est ça. Mais il y aura des ruptures et des changements. Enfin, ça, mais on ne sait pas sur quel sujet. En tout cas, on sent ce souci très ancré chez Michel Barnier. C'était le cas lors de la primaire de la droite, où il avait eu le temps de d'énoncer un certain nombre de propositions qu'il ne pourra pas en l'état. Et compte tenu le moratoire. Il parlait de moratoire. En l'état, c'est impossible, improbable qu'il puisse arriver à ce qu'il prétendait faire lors de cette primaire. Mais en tout cas, il y a ce souci. Et je pense que ce souci, il est incarné par ce ministère de l'immigration. Je ne sais pas s'il verra le jour. En tout cas, ça manifeste le fait que c'est fuité, qu'il l'ait laissé dire sans véritablement démentir cette hypothèse, que il y a cette question migratoire, même si c'est pas la première des préoccupations des Français aujourd'hui lorsqu'ils sont sondés, ça fait partie quand même des priorités. De ces signaux, en tout cas, adressés à l'égard du Rassemblement national et de la droite. La question de l'immigration. Imaginons que le Premier ministre arrive à convaincre le président de la République de demander un référendum. Qui est sollicité par beaucoup de politiques. Ça permettrait à la fois d'abord de s'exonérer de tout ce qui est Convention européenne, Conseil constitutionnel, et d'avoir un texte qui risque pas d'être remis en cause, vidé de sa substance. Et en même temps, ça permettrait aussi au président de se refaire un peu une santé, d'avoir un référendum lequel il permette d'avoir effectivement une réponse positive. Là, on a peut-être un sujet qui pourrait à la fois remettre un peu sur les rails le président de la République sur ces questions qui nous concernent tous, qui ne relèvent pas uniquement du domaine du chef de l'État, et en même temps le Premier ministre qui pourrait arriver à trouver une majorité autour de cette idée d'un référendum sur l'immigration. Ce qui est certain, c'est que faute de majorité, le Premier ministre serait d'accord, par exemple. Faute de majorité, le Premier ministre se doit de jouer l'opinion contre justement ces différentes factures. Absolument. En tout cas, Michel Auboin, ancien préfet, que vous connaissez bien, était l'invité de CNews ce matin avec Romain Desarbres, et pour lui, le ministère de l'immigration, c'est important. On a absolument besoin d'un ministère de l'immigration, ne serait-ce que pour montrer qu'on prend en charge cette question qui est quand même une des questions fondamentales de la société. Enfin, je crois que, je le dis pas à titre personnel, on le lit tous les jours dans les sondages et dans l'inquiétude des Français. D'autant que l'immigration, c'est pas uniquement le contrôle des flux migratoires, c'est aussi comment
on intègre les personnes qui arrivent de façon régulière, comment on naturalise, comment on accorde l'asile. Enfin, il y a des questions qui sont multiples et qui mériteraient un pilotage politique. Il a raison, Michel Auboin. Il a raison, sauf que c'est déjà dans le portefeuille du ministère de l'Intérieur. Oui, mais après, c'est évident. Après, il faut agir. C'est presque contre-intuitif, parce que justement, Georges Fenech parlait tout à l'heure de cette politique à l'ancienne qui était finalement assez rassurante, et d'une certaine manière, là, il céderait presque à la communication. C'est-à-dire que là, on est dans un effet d'annonce, on est dans la communication avec ce ministère de l'immigration. Qu'est-ce qu'on y met et qu'est-ce qu'on en fait ?